La formule de Vittel, c'est le secret pour faire renaître notre corps. Vittel, chaque jour une vie nouvelle. On arrive à la fin, disent les réalisateurs. Heureusement, nous avons un invité qui va nous aider à nous réveiller. Bon, alors, j'ai aussi l'occasion, je l'ai pas dû penser que j'aimais son travail en rigolant, mais il faut quand même qu'il sache que mon collègue qui fait de la réalisation faisait des plans en faisant des selfies en se filmant. Voilà, j'espère bien qu'il en a profité pour... on peut dire que c'était une sorte d'hommage à l'œil du cyclone. J'étais à un moment donné au milieu de nulle part. Nous n'allons pas avoir cette question-là avec Mathieu Thibault. Comment vas-tu? Merci beaucoup d'être là à cette heure-ci. Ah, pas de problème, pas de problème. Moi, j'aime bien le soir. C'est juste que je suis pas très à l'aise avec Zoom. J'espère que je me suis pas trompé. Et non, c'est parfait. Pour le fond blanc, mais au moins les cheveux rouges ressortent. Voilà, c'est ça. J'espère bien. Messieurs, c'est l'occasion de dire que on m'a dit de montrer sur cette caméra. Ah ouais, c'est comme alors les gars, c'est ouais, Thierry Ardisson, exactement. Nous sommes avec l'auteur, une très belle collection d'ailleurs, Le Mot et le Reste, on peut tout acheter de A à Z. David Bowie, l'avant-garde pop, dont nous allons parler. Et puis tout de suite en même temps, non, partez pas, Le Mot et le Reste aussi, Sonic Youth avec ceux qui ont suivi depuis 6 heures, c'est des grands malades. La pochette de l'album de Sonic Youth dessinée par Raymond Petitbon, dont nous parlions avec Morgane Labarre au tout début, celle-ci postée par peinte par Gerhard Richter. Oui. Merci. Et donc merci à toi de m'avoir invité. Et de l'invitation. Évry en force, comme d'habitude. Absolument. Je voudrais, comme je parle depuis 150 émissions qui montrent depuis l'art de 1800 jusqu'à 1995, en ayant fait une quotidienne d'1 heure pendant 150 jours, me voici dans cet état. Et j'aurais pu t'inviter déjà bien plus tôt, puisque tu es un des spécialistes en France de Bowie, et que j'en profite puisqu'on est sur la fin et que c'est à la fois... C'est presque une musique difficile à qualifier d'ailleurs, mais je voudrais parler plutôt des images, mais c'est quelqu'un qui couvre cette période des années 60, 70, 80, 90, 2000. Et j'aimerais regarder vite fait avec toi, parce que 30 minutes, ça passe diablement vite, cette période du David Bowie en pochette qui passe, là on est en 69, 71. Oui, absolument. Là on est dans les débuts et tu viens de passer les débuts... post-hippie, on pourrait dire, avec les... Alors, ça c'est le premier album, donc il est très, très dans le swinging London, avec une coupe presque mods, comme les portaient les Small Faces, par exemple. Et ensuite, on a la version plus hippie et folk de Space Oddity en 1969, donc on sent que là, c'est l'époque de Woodstock, les cheveux qui deviennent de plus en plus longs. Alors, Bowie restait très propre, lui, par contre, parce que c'est un Anglais quand même. Et puis après, à partir de Hunky Dory, on rentre dans la phase glam, et c'est certainement ce pourquoi il est le plus connu, je pense, en termes d'image. Enfin, là, presque, tu sais peut-être mieux que moi en quoi on se souvient de Bowie, mais on a la trilogie d'albums Hunky Dory, Ziggy Stardust et Lady Insane, où il construit un personnage très androgyne et avec beaucoup de travail sur le maquillage, les photographies, les coupes de cheveux, la symbolique, en particulier sur Lady Insane. Et puis, j'ai eu l'occasion de te poser ces questions qui sont sur notre revue Préfiguration. C'est que, étonnamment, la culture de Bowie, c'est celle du mime. C'est celle de l'art des années 20, de l'expressionnisme qu'on retrouve avec Iggy Pop au moment de l'album de Berlin dans leur pochette. Oui. Mais quelqu'un qui vient d'un art qui semble pas du tout rock ou pas du tout original, c'est-à-dire d'un art du passé qui, en l'amenant dans la culture rock, le rend à nouveau inattendu, celui du maquillage de la même façon. Oui, tout à fait. Mais ça, de manière générale, c'est ça qui est intéressant, je pense, comme cas d'étude chez Bowie, c'est le fait qu'il a épuisé ses influences partout et bien en dehors du rock, mais qu'à la fin, ça produit toujours une synthèse tout à fait pop-rock. Et effectivement, pour le mime, on peut parler de Lindsay Kemp, qui a été son professeur et mentor,
qui était aussi celui, il me semble, de Kate Bush à un moment donné, Oui. qui lui a appris le mime absolument. Et c'est ça qui lui a donné d'utiliser la scène et les outils médiatiques et promotionnels comme un théâtre pour sa promotion, mais aussi pour développer ses personnages. Par exemple, Ziggy Stardust, puis Aladdin Sane, puis plus tard Halloween Jack et le film White Duke, etc. Donc, il y a vraiment effectivement des influences au-delà de la musique. Et pour le cinéma, on peut citer par exemple Fritz Lang aussi, qui l'a beaucoup marqué, ou Kubrick pour Space Oddity. Donc, il y a beaucoup d'influences pluridisciplinaires de la littérature, des arts visuels évidemment, et de la musique qui donne une synthèse qu'on peut clairement qualifier de postmoderne. Et puis, il y a quelque chose qui est étonnant, parce que j'aime bien prendre les problèmes à l'envers, et toi qui es spécialiste, ça va te surprendre, mais pour décréter que cet homme est un grand homme de concert, homme d'image, entre guillemets, il danse pas. C'est-à-dire, il danse presque pas beaucoup. C'est-à-dire, c'est très peu un showman. Et donc, il va avoir l'intelligence de puiser dans, on va le voir parce que je voudrais te montrer des choses qui sont pas le Bowie préféré, de la bascule des années 80 et la traversée du désert des années 90, avant cette renaissance rock avec Tin Machine. C'est quelqu'un qui essaye de faire du show, qui va être le premier à en faire. Parce que, est-ce que c'est pas sa limite de danseur, entre guillemets, qui fait qu'il va aussi chercher des effets visuels? C'est effectivement, c'est hyper intéressant comme vision des choses parce que effectivement, c'est étrange finalement quand on regarde Bowie, même quand il a créé des shows un peu à l'américaine. Donc j'imagine que c'est ça dont tu vas parler, la période Let's Dance, puis Never Let Me Down avec le Serious Moonlight Tour et le Glass Spider Tour. Alors ça, c'est dans les années 70, mais même dans les années 80 où ça devient très à l'américaine et que ça rivalise avec Madonna ou Michael Jackson, voilà, j'y il viens ne tout de danse suite. pas. Effectivement, il ne danse pas. Il a des danseurs pour lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, du coup, il agit peut-être plus comme un directeur artistique, un metteur en scène de sa propre image et de l'image des autres. Et ce qui compte, c'est le show de manière générale, globale, où lui va avoir certes un petit rôle de mime théâtral. Là, on le voit effectivement avec le fameux crâne pour Cracked Actor, la chanson extraite de Aladdin Sane, il avait toujours cette petite routine. Il va jouer des personnages, mais techniquement, il ne danse pas, ce qui est effectivement inhabituel. Mais par contre, il agit comme directeur artistique sur une troupe d'artistes et de collaborateurs qui donne une impression à la fin de spectacle total. Voilà, ce qui fait que j'ai fait une grande traversée et on pourrait être déçu de ne pas parler avec le spécialiste de Bowie des années 70. J'ai choisi exprès ce passage à vide parce que il édite. Alors, lire ton livre, même si on connaît pas Bowie, c'est un régal parce que c'est à la fois une analyse du contexte, ce qu'il faut de people quand il y en a besoin pour comprendre qu'il y a une déprime et que c'est sans doute pour ça qu'il s'investit un peu moins dans l'album. Notamment parce que on voit que tu admires ton objet, mais aussi que tu es capable de dire que dans les années 80, il cherche à gagner du fric et que c'est sans doute ça qui le prend en fait, et qu'il va s'entourer ici du merveilleux Nile Rodgers. Voilà, Nile Rodgers. Là, toi qui enseigne l'histoire des musiques actuelles, je sais pas si on dit ça comme ça. Oh, moi je dis pop. Voilà, Nile Rodgers, c'est quand même, c'est presque Dieu. Hein. Il est à la fois avec Chic, il est à la fois avec Madonna, il est à la fois avec les Daft Punk à l'autre bout. Et il a relancé Diana Ross aussi avec Upside Down et l'album Diana en 80. Donc effectivement, ce dont tu parles, c'est intéressant parce que c'est le moment où il finit son contrat en fait au début des années 80 avec son ancienne maison de disques qu'il avait un petit peu entourloupé. Enfin, c'est son manager qui l'avait un petit peu entourloupé. Et après une période où il s'était beaucoup remis en question musicalement, la fameuse trilogie avec Brian Eno dont vous parliez avec l'invité précédent d'ailleurs, Low, Heroes et Lodger qui sont des albums très influents, très avant-gardistes. Et ben finalement, il va effectuer un pas de côté, voire un pas en arrière, où il va vouloir créer une collection de tubes. Alors, je pense aussi que c'est une volonté artistique de vouloir plaire au plus grand nombre. Il y a toujours eu chez Bowie cette envie d'être une superstar, d'être populaire dans le sens noble du terme, c'est-à-dire être accessible à tout le monde, tous les âges, toutes les personnes, tous les milieux. Et en même temps, il y a cette volonté de renflouer les caisses, très clairement. C'est-à-dire que dès les débuts des sessions de Let's Dance, en 82-83, il contacte Nile Rodgers, qui est le monsieur qui fait des tubes à cette époque, pour lui dire, voilà, j'ai quelques démos à la guitare acoustique, je veux que tu en fasses des tubes qui dansent et qui rapportent de l'argent, qui sont des singles en puissance. Et ça va fonctionner, puisqu'on va voir Let's Dance, la chanson, mais il y a aussi Modern Love sur le même album, qui a été brillamment utilisé d'ailleurs chez Léo Scarax dans Mauvais Sang, pour une séquence dansée. Et donc, c'est des chansons qui aujourd'hui sont des classiques de la pop,
si on retrace dans le parcours de Bowie, c'est moins avant-gardiste, moins intéressant artistiquement, mais ça a quand même marqué la culture populaire. Et il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'un énorme succès populaire et commercial. On va en mettre juste 3 secondes, le temps de se Bien faire sûr. couper par les droits d'auteur. Ça va suffire. Ce qui est intéressant, alors c'est ça la suite, c'est que déjà c'est une petite merveille d'efficacité, mais ce que tu analyses vraiment bien, et c'est vraiment très passionnant pour ça, sont les enjeux en fait sur lesquels il se met, c'est-à-dire tu analyses chaque album à la fois dans le contexte, quel musicien il va faire venir, mais aussi là on sent que tu as une connaissance musicale précise parce que tu vas dire de quelle façon son chant est un peu plus faible, à quel endroit les effets voulus par Nile Rodgers sont un peu excessifs. Voilà, on apprend, on rentre bien dans la peau de l'album. Et puis ce vers quoi je voudrais aller justement à la suite de ça, c'est que donc l'album tient ses promesses. Voilà, Let's Dance a des tubes. Et ça lui permet de lancer pour la première fois. Alors il a son petit look de star, en fait, il va dire je deviens une star, mais est-ce que je me trompe si je te dis que finalement c'est un de ceux qui va lancer les tournées dans les stades, un des premiers en fait, avec beaucoup d'argent et beaucoup de moyens pour le réaliser? Oui, tout à fait. Alors, il faut être tout à fait juste parce que j'ai beau être fan de Bowie et j'ai beau considérer ce que je pense être à raison, le fait qu'il a préfiguré bien des choses dans la musique pop. Force est de constater que dans les années 80, il est parfois un petit peu, pas forcément en retard, mais c'est pas le seul. Et parfois, il se raccroche un petit peu aux branches du moment. Oui. C'est-à-dire que si on est tout à fait honnête, il faut quand même rappeler que en 82, 83, il y a quand même Michael Jackson qui explose avec Thriller, qui entame aussi des tournées monstres. Il y a Madonna qui arrive avec son premier album qui, elle aussi, alors, va pas tout de suite remplir des stades, mais a tout de suite une vision pluridisciplinaire avec beaucoup de chorégraphie, d'effets de costumes. Donc, c'est évidemment pas le seul. Dans les anciens, on peut aussi citer Peter Gabriel qui a une grande ambition en termes de spectacle. Donc, c'est pas le seul, mais c'est effectivement une des valeurs sûres des années 70, donc de la génération précédente, qui va réussir. Et effectivement, il tourne littéralement dans des stades devant des dizaines de milliers de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que son public, alors qu'il était plutôt composé des marginaux dans les années 70, alors qu'il était en nombre, certes, mais des gens qui se sentaient un peu marginalisés par la société trop normative, trop normée, dans les années 80, c'est plutôt un public très familial avec des gens plus, entre guillemets, normaux, avec des familles standards, presque nucléaires, j'avais envie de dire, alors que 10 ans auparavant, c'était quand même un artiste qui se faisait remarquer en disant qu'il était homosexuel, qu'il l'avait toujours été, et qui était en même temps marié avec une femme. Et donc, il y avait beaucoup de remous dans les journaux parce qu'il avait un discours qui était plus du tout le même que dans les années 80 plus tard, où il va devenir beaucoup plus consensuel. Alors, il y a des artistes qui commencent avant lui cette espèce de mise en scène visuelle invraisemblable qui mélange l'argent, la capacité technique, les acrobaties, la danse et le fric. Mais en même temps, je l'ai passé un peu vite, c'est avant les grands concerts dans les stades du Live Aid de Bob Geldof. Donc c'est quand même, il est parmi les premiers à peut-être à avoir le charisme pour que des producteurs s'investissent sur lui. Oui, et puis je pense que malgré tout, même quand Bowie est moins inspiré, Bowie reste quand même il garde une capacité de synthèse très impressionnante. Même quand il est moins inspiré en termes de suite d'accords, en termes d'interprétation, ou que son cœur est pas tout à fait là en studio, il a quand même une culture phénoménale et pluridisciplinaire qui fait que ça irrigue quand même des créations assez intéressantes, même si dans les années 80, c'est quand même la décennie peut-être du too much pour la musique populaire et la culture pop de manière générale. Et du coup, parfois, on vire un peu au kitsch. Là, j'y pense parce que tu montres des images du Glass Spider Tour. À la fois, c'est très impressionnant et spectaculaire, et en même temps, parfois, on se demande peut-être que ça cache potentiellement certaines faiblesses musicales, le fait d'en mettre autant sur scène. Donc, c'est toujours la question qu'on peut se poser quand c'est trop spectaculaire. Et c'est là où c'est en voyant ces images que ton livre m'a obligé à regarder. Je me demandais comment tu avais connaissance de tout ça, mais il a l'idée aussi de faire filmer avec des grands moyens, avec des réalisateurs, un montage, une cassette VHS à l'époque pour diffuser, en fait. Les images qu'on voit là,
ça suppose beaucoup de prise de vue, un travail de montage, un travail sur le son, c'est beaucoup d'argent aussi. Ah oui, bien sûr. Mais Avec ça, l'idée- justement, c'est... Pardon, excuse-moi. Avec l'idée de le vendre après, sans doute. Oui, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui est partagé par d'autres artistes. C'est-à-dire que Bowie fait partie, et là, pour le coup, c'est peut-être un des premiers à être à la fois brillant musicien, brillant chanteur, un peu visionnaire, et puis homme de synthèse particulier. Mais en plus, c'est un très bon businessman. Et ça, c'est quelque chose qui sera partagé, par exemple, avec Björk, je pense, dans les années 90. Björk, elle maîtrise vraiment son merchandising, elle maîtrise l'image qu'elle renvoie dans ses DVD. Il y a toute sa collection de DVD là chez One Little Indian avec tous les artworks qui se répondent, etc. Donc il y a une volonté de créer une sorte de corpus au-delà des albums, au-delà des chansons, qui est très cohérent, qui plaît aux fans, qui fait plaisir aux fans et en même temps qui engrange de fait pas mal d'argent. Et Bowie avait cette qualité aussi, donc c'est cette qualité de star capitaliste, on pourrait dire. Et est-ce que pour en dire du bien et en faire une réserve et mettre une réserve aussi, quand tu dis il a une capacité de synthèse, est-ce que c'est pas parce qu'il est cultivé aussi, parce qu'il a du goût et qu'il arrive à faire des choix, mais qu'en même temps ce kitsch fait partie de la fin des années 80, enfin la deuxième partie des années 80, c'est dans l'air ambiant un petit peu beaucoup. Hein. Il suffit de penser à, je sais pas, Hall & Oates. Oui, tu vois, je veux dire, c'est de la musique pop surgonflée, on dit de la pop FM. Oui, tout à fait. C'est calibré pour la radio avec des structures faciles d'accès, des mélodies qui restent en tête, bien sûr. Et effectivement, Bowie, et pour le coup, c'est quelque chose dont il avait certainement conscience, peut-être parce que ses études artistiques étaient hyper limitées. Hein. Finalement, il n'a pas fait grand-chose à l'école artistique. C'est pas un brillant scolaire. Et donc, la culture pluridisciplinaire qu'il a acquise, c'est vraiment en se la construisant lui-même. Et du coup, il avait pour le coup, cette humilité de toujours passer ses références. Et ça, c'est quelque chose qui est assez passionnant quand on est fan de Bowie. C'est que, en fait, il n'y a pas de mystère. Si on lit les interviews, quand on fait un travail de recherche, on se rend compte à quel point il cite toutes ses références de manière très, très claire. Et du coup, c'est assez facile de comprendre d'où viennent les éléments. En revanche, ce qui est assez magique, c'est de voir à quel point il les synthétise. Mais, par exemple, quand il voulait faire Diamond Dogs, il parle de l'influence de 1984 de George Orwell. Et quand on lit les paroles, effectivement, il y a des références très claires. Et puis, il va parler de Kubrick, de Orange Mécanique. Et effectivement, il y a cette idée de gang ultra-violent qu'on retrouve dans le thème de Halloween Jack, le personnage qui s'est créé. Et puis, il y a des éléments de Fritz Lang avec les travails d'ombre. Et effectivement, sur les maquettes de sa tournée, on voit qu'il y avait des grands travails d'ombre sur les faux immeubles qu'il voulait construire. Et donc, il a cette culture et en plus, cette qualité de vouloir la transmettre. Donc, il n'y a pas de mystère et il est assez transparent là-dessus. Et effectivement, je pense qu'on peut considérer que c'est vraiment un esthète, un homme de goût qui sait sélectionner et qui sait bien s'entourer aussi. D'ailleurs, ça se retrouve dans son idée de collaboration. À chaque album, quasiment, il change d'équipe de musiciens et c'est un peu le même système. C'est qu'il s'intéresse à beaucoup de musique, il va chercher les musiciens qu'il apprécie là où il veut, et puis ça donne des étincelles puisque le mélange de tous ces éléments disparates crée finalement une synthèse rock expérimentale pop assez unique qui n'a que d'équivalent lui-même. Alors j'aimerais juste pour finir sur cette partie de Bowie, parce qu'on avance, dire du bien de quelque chose qui est pas tellement valorisé, c'est qu'après cette boursouflure de moyens, de couleurs, notamment avec la chorégraphe que je trouve passionnante, Tony Basile, qui va chorégraphier l'ensemble de ses spectacles, mais où on voit que c'est plaqué, que c'est pas tout à fait son esthétique à lui. Non. Il va participer ici à une performance avec Edward Bock, un chorégraphe canadien, je pense. C'est-à-dire sur scène avec une danseuse, une espèce d'intervention très très simplifiée qui montre qu'il a assez souvent des connexions avec l'art contemporain. C'est-à-dire il en est jamais très loin. Et ça aussi, c'est une piste intéressante. C'est un artiste qui fait du fric, qui a des références, comme tu le dis, qui touche à tout, mais qui a donc la capacité d'aller aussi vers quelque chose qu'il connaît moins et de le travailler, en fait. Oui, et il y a cette formule qu'on resserre souvent chez Bowie, mais c'est toute son idée de vouloir aller puiser des influences savantes des arts dits majeurs, des arts dits académiques et sérieux, donc par exemple les arts visuels contemporains, et de les vulgariser pour les rendre pop.
Et je trouve que, alors certes, j'imagine que ça peut faire jaser dans certains cadres, mais quand on vient de la pop, et c'est mon cas, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, ça rend très accessible des choses qui ne le seraient pas forcément, et ça donne, si on est curieux, envie d'aller plus loin. Et je pense que lui a exactement ce rapport-là, en fait. C'est que oui, il s'intéresse aux arts contemporains, il les comprend pas forcément de prime abord, mais comme il a ce côté, je me construis moi-même une culture, j'essaye d'en apprendre le plus possible moi-même, il apprend, il découvre. Et puis, c'est un homme sensible à l'art, donc il va prendre quelque chose aussi pour nourrir sa propre création, mais toujours, il va le rendre un peu plus accessible. Et du coup, ça, c'est un passeur pour moi, vraiment. Enfin, c'est pas que pour moi, c'est clairement un passeur qui nous permet d'aller vers des choses plus complexes, plus contemporaines et plus difficiles d'accès. Tu fais la synthèse parfaite avec mon premier invité depuis 18 heures. On a parlé de la scène californienne des années 80-90 avec les hors-séries d'Art Press qui sont tout à fait passionnants. On peut retrouver toute l'émission sur Art Press. Et voilà la citation de Mike Kelley qui correspond exactement à ce que tu dis. C'est la contre-culture des années 60 qui m'a fait connaître l'art d'avant-garde. Voilà, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu racontes. Alors, je reviens pour finir sur la transformation, mais c'est tout simplement que il va faire une rencontre invraisemblable avec Gabrels. Oui. Et que cette période des années 90, qui est un retour au rock au groupe, elle vient notamment de sa capacité d'écouter et d'être capable d'écouter, de comprendre et c'est le sujet de ton deuxième livre, que Sonic Youth, que les Pixies, c'est le son de ce moment-là. Oui, c'est intéressant parce que pour resituer très rapidement, il finit par s'embourber un petit peu dans ce statut de superstar familial. Et au bout d'un moment, il a une remise en question à la fin des années 80. Tu l'as évoqué tout à l'heure avec Tin Machine. Et il décide d'intégrer un groupe. Et pour la première fois, il va sortir des albums sous le nom de Tin Machine, qui n'est pas David Bowie. C'est véritablement un groupe où il est chanteur. Et surtout, il co-compose à égalité. Il partage les droits d'auteur, etc. avec 3 autres musiciens, dont Reeves Gabrels, qui est un guitariste de 10 ans. Son cadet, et Reeves Gabrels va être, lui, un nouveau passeur pour Bowie. Il va lui faire découvrir la nouvelle génération d'artistes qu'on appelle le rock alternatif états-unien de l'époque, le rock alternatif américain, avec les Pixies, Sonic Youth, Dinosaur Jr., effectivement, et Nine Inch Nails aussi. Pixies et Sonic Youth et Dinosaur Jr., on peut les associer dans une sorte de... Alors, surtout Sonic Youth et Dinosaur Jr., c'est du noise rock, du rock bruitiste. Et avec Pixies, ils vont largement influencer le grunge de Nirvana. Donc, c'est des groupes peut-être pas aussi connus que Nirvana, mais qui ont créé un appel d'air vers le retour des guitares électriques pour les années 90. On en écoute 3 secondes. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Les voilà. Tout va bien. Pas du tout non plus. Just the twinkling lights of heaven, 2 reflections on the sparkling water, hand in hand in love with love. However cheap things that you say. Je vais me faire censurer directement. Ce que tu expliques très bien, c'est qu'on a pu prendre pour de la coquetterie un sincère envie de redevenir un groupe, de plus être la star qui est devant. C'est pour ça que ce passage des années 80 aux 90 est très parlant, en fait. Et que c'est Sonic Youth et les Pixies, mais Sonic Youth notamment, qui incarne cette espèce de retour à un rock brut. Alors j'ai une question, une avant-dernière question, parce que ça se termine, mais absurde exprès, parce que tu es un homme tout à fait tolérant. Pourquoi est-ce que Bowie, en voulant sortir de cette pop des années 80, ne va pas vers l'électro qui est en train d'arriver à ces moments-là? Pourquoi il se tourne vers un rock? Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Et d'abord, alors je sais pas parce que j'ai pas encore l'âge qu'il a à cette période, mais je veux bien croire que quand on traverse, qui est en gros une crise de la quarantaine pour Bowie à cette période,
qu'on puisse ressentir le besoin de se ressourcer. Et dans ce cas-là, chez Bowie, ça veut dire retrouver la sensation qu'il avait eue rafraîchissante de créer des groupes dans les années 60, où à ses débuts, il était justement dans des groupes qui ont sorti quelques singles comme les Conrads, ce genre de choses. Et donc peut-être qu'il veut retrouver le sentiment de camaraderie. Peut-être aussi que à cette époque, comme il se sent assez seul en termes de vie privée, c'est quand même pas l'éclat total. Il se sent éloigné de son fils qu'il n'a pas vu grandir. En termes amoureux, il n'a pas encore rencontré Imen, qui va devenir sa femme au début des années 90. Donc il y a cette idée peut-être de retrouver un gang, une camaraderie. Et le rock, c'est pas un jugement de valeur du tout, mais à mon avis, symbolise plus ça que les musiques électroniques, qui sont des musiques peut-être d'un point de vue instrumentiste plus individualiste. C'est pas des musiques de groupe. Donc, on peut peut-être mettre ça là-dessus, et aussi tout simplement que Bowie, à cette époque, c'est pas non plus l'artiste le plus au fait de ce qui se fait. Il arrive à garder un pied dans la culture contemporaine, mais il a quand même besoin de guide pour le guider. Il se trouve qu'il est tombé sur Yves Gabrels, qui est un musicien rock qui lui fait découvrir du rock. Il n'a pas eu de passeur électronique. Ça viendra un peu plus tard, en fait, quand il va revoir Brian Eno en 94-95 sur l'album Outside, qui va lui reparler des techniques de studio. Et après, Bowie va rencontrer Trent Reznor de Nine Inch Nails, avec lequel il va découvrir la musique industrielle. Et de ce fait, il va s'intéresser à Goldie, le musicien drum and bass, et puis à Tricky en trip hop, et puis à Prodigy en big beat, et à la techno en général. Donc, ça va venir, mais pas tout de suite. Et du coup, le premier moment où il se dit « je veux revenir à quelque chose de plus brut et de plus sincère et authentique », peut-être que son réflexe, c'est tout simplement de repartir à zéro. Et repartir à zéro pour un rocker, c'est reprendre les guitares et faire partie d'un groupe. Et c'est ça qui rend cette période qui est mal vue du Bowie qu'on aime flamboyant, qu'on aime. Je trouve qu'il y a un retour à un truc un peu brut, un peu simple, qui est tout à fait passionnant. J'ai mis avant ton arrivée cette pub Vittel où Bowie s'amuse avec ses looks et avec j'ai vu, avec son image. Je trouve que c'est quelqu'un qui montre aussi par ça qu'il est capable de jouer avec qui il est, avec qui il était, c'est-à-dire de jouer avec les reflets du miroir et d'être continuellement en train de le questionner. Bien sûr, d'autant plus que la publicité, elle date de, je sais plus exactement, fin 90, début années 2000, mais c'est une période où, pour le coup, humainement, il est assez heureux. Et quand on lit les interviews de l'époque, il y a sa fille, par exemple, qui vient de naître et puis il vit un mariage très heureux avec Imen. Et à cette époque, dans les interviews, on sent il est en paix avec ses expériences du passé, avec toutes les expériences de drogue. Il en parle avec humour quand il dit que Station to Station, il se souvient pas de l'enregistrement parce qu'il y avait trop de cocaïne. Il est passé à autre chose, donc il y a plus la douleur qu'il y a pu y avoir à certains excès, et donc du coup, il peut se permettre d'avoir de l'humour, effectivement, et puis un regard assez sain. Alors, un dernier mot sur Sonic Youth, parce que tu le résumes assez bien. Alors, il suffit de lire juste la page 7, c'est la première, et on a tout compris à tout le livre. Oui, j'ai réduit le travail. C'est ça. De sa formation sur les cendres du punk new-yorkais en 81 à sa dissolution en 2011, donc on a 81-2011, on est pile sur notre période. Sonic Youth perpétue une tradition rock autant qu'il la questionne. Kim Gordon, Thurston Moore, Lee Ranallo et Steve Shelley, tous autodidactes. Ça résume beaucoup de choses qu'on a vues avec Morgan Labarre. C'est une tradition rock qu'il continue, mais il la questionne en même temps. C'est-à-dire toujours une sorte de distance avec les formes. Dans les années 90, c'est plus du premier degré du tout. Non, tout à fait. Et cette idée de tous autodidactes épouse la philosophie du do-it-yourself. Donc ils sont complètement ouverts à tout en fait. Et les guitaristes en particulier multiplient les instruments pour en transformer l'accord et les agrémenter d'accessoires afin de privilégier les dissonances et les textures. Alors l'avantage d'avoir un prof de musique cultivé, c'est que c'est John Cage en fait, c'est-à-dire c'est les pianos préparés, c'est l'histoire des futuristes qui font de la musique. De Russolo, Luigi Russolo, absolument. Voilà, qui fait un art des bruits. Donc on est dans les années 1910-15 avec le dadaïsme et les futuristes qu'on a vu en histoire de l'art, et puis après vers autre chose qui est John Cage, le néo-dadaïsme qui va avec Rauschenberg. Et là, on est avec des petits jeunes, des gamins qui font exactement la même chose. Je trouve ça toujours rigolo de voir que finalement, art académique ou non académique, art autodidacte ou appris en école, finalement, il y a quand même des principes d'expérimentation qui parfois sont pas si éloignés. C'est juste que la conceptualisation est différente. Et chez des autodidactes du rock, c'est toujours de manière très, très empirique. Et en même temps, je pense que pour des académiques aussi, ça peut être très empirique. C'est juste que peut-être c'est un peu plus réfléchi. Mais chez Sonic Youth, oui, ça vient clairement de l'expérimentation avec Glenn Branca,
qui se dit compositeur de symphonie rock, mais en fait, au départ, c'est surtout un rocker hein, de la scène punk new-yorkaise. Et ils vont bidouiller les guitares, les accorder différemment et frotter les baguettes de batterie, utiliser des tournevis, voire des perceuses, etc., pour en tirer des textures sonores, parce que en fait, ils veulent imiter au départ le Velvet Underground, qui est un autre groupe d'autodidactes. Oui. Mais ce qui est intéressant chez Sonic Youth, c'est que comme Bowie, eux aussi vont faire l'effort de se renseigner, de se cultiver, et ils vont découvrir John Cage, ils vont découvrir Lamont Young, enfin toute cette école américaine, alors des répétitifs d'abord, mais aussi des contemporains comme John Cage, qui ont eu des processus similaires, et ils vont lire aussi, parce que c'est des érudits Sonic Youth, d'autant que on a quand même Kim Gordon, qui même si elle est très autodidacte, musicalement parlant, a quand même fait une école d'art, et a quand même des études visuelles qui font qu'il y a quand même cet aspect académique qui traverse leur parcours. Mais c'est juste qu'il y a un regard peut-être un peu ironique parfois. Eh bien, ça fait un bon résumé de ces années 90 oui. Et de cette soirée. Je te remercie de l'avoir clôturé. C'est la capacité de jouer avec les références et de les mettre à distance avec quelque chose qui est de l'ordre de l'enfance et en même temps du jeu et du trash qui va avec, qui va fabriquer l'époque Internet dans laquelle on vit encore aujourd'hui. Absolument, oui. Merci à Mathieu. Beaucoup, ça m'a fait très plaisir. À Mathieu Thibault, merci à l'Espace du Songe qui m'a accueilli et conseillé pour cette soirée. Merci à Catherine Millet qui aurait dû être là et qui accepte de diffuser l'émission sur le site de Heurtpresse. Merci à Seba Macalou et Olivier Rakoto-Vao. Merci à ma femme qui a tout produit. Et puis merci à tous ceux qui ont suivi et qui suivront encore un petit pouce. Et puis à bientôt. Merci encore.